Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Savoir et formation. Savoir et formation. Collection dirigée par Claudine Blanchard-Laville, Nicole Mosconi et Patrick Geffard, collection créée par Jackie Bayrou, 1939 à 2004, Dominique Fablet, 1953 à 2013 et Michel Gault. La collection Savoir et formation accueille les manuscrits dont le contenu relève du champ de l'éducation et de la formation. Nous serons particulièrement attentifs aux recherches qui, dans ce champ, s'attachent à considérer les développements concernant le rapport au savoir des sujets. Les domaines suivants seront privilégiés: genre et éducation, psychanalyse et éducation, éducation familiale et protection de l'enfance. Comité éditorial: Louis-Marie Bossard, Françoise Bréant, Jean Chamy, Sigolène Couchot-Chiex, Arnaud Dubois, Séverine Heuillet, Chantal Imbert, Antoine Catard, Gaël Pasquier, Bernard Pechberti, Anna Rurka, Catherine Yelny. Dernière parution. Pascal Dupont, Pablo Buznicbourgeacq, Marie-France Carnus dire Compétences et savoir-être pour enseigner et pour apprendre. Controverse, compromis ou compromission, 2019. Catherine Selnay, L'accueil de jour en protection de l'enfance, 2019. Sigolène Couchot-Chiex, Du genre en éducation. Pour des clés de compréhension d'une structure sociale, 2019. Séverine Huillet dire Parcours en accueil familial, sens et pratique, 2019. Jacqueline Fontaine, La passion du savoir au féminin, 2019. Louis-Marie Bossard, Sophie Lerner SEI-Tréma, Philippe CHAUSSECOURTE, Éducation, formation et psychanalyse, une insistante actualité 2018. Anne-Marie Sanchez, Annie Di Martino, Faire progresser tous les élèves au collège, 2018. Introduction. Une famille devait naître de ce jour de soleil brûlant parce que le destin avait envie de jouer avec les hommes, comme les chats le font parfois, du bout de la patte avec des oiseaux blessés. Le soleil d'Escorta, Laurent Godet, Actes Sud, 2004. La famille peut être considérée comme une institution dans les relations qu'elle entretient avec les institutions éducatives, sanitaires et sociales. De la même manière, elle est traversée par une histoire, collective, individuelle, des affects, des tensions, une hiérarchie, une organisation. Elle est en mouvement constant et se transforme dans une temporalité et spatialité donnée, à travers les liens visibles et invisibles qu'elle maintient dans le temps. Le rôle de la famille est à toute époque, et dans toute configuration sociale, un enjeu. Enjeu politique, enjeu généalogique, enjeu de sexualité, Lenoir 2003. La famille contemporaine s'inscrit dans des enjeux de société identiques et autres que ceux des siècles précédents. Plus individualisée, multiconfigurée, elle reconnaît la place de chacun dans ses constructions sociales et subjectives. Pour autant, les enjeux de transmission, de reconnaissance sociale, de place dans l'institution familiale et dans les relations aux institutions qui participent à son environnement restent très complexes. La famille est une institution politique. Elle fait l'objet d'une cohorte de dispositifs de politique publique qui se sont construits pas à pas: politique familialiste et nataliste, politique familiale, politique de parentalité. Ces politiques d'institutionnalisation du champ politique de la famille distribuent, régulent, contrôlent, protègent les familles à la fois dans une dimension universelle et de manière très ciblée vers celles qui semblent les plus vulnérables. Le glissement en France, de l'usage de parentalité à celui de famille, marque un autre moment de la responsabilisation parentale. C'est en quelque sorte une politique qui implique l'injonction du parent responsable face aux défis éducatifs et sociaux. Par conséquent, comment le basculement de l'usage de la notion de parentalité produit-il du sens pour les familles, les professionnels, les politiques publiques? Que signifie être parent aujourd'hui, et dans quelle famille? La famille est une institution transitionnelle. Elle fabrique un récit, un espace de transition entre l'avant et l'après de la vie d'enfant qui, petit à petit, peut se détacher des figures parentales dans une quête de savoir et de connaissance de soi et d'autrui pour élaborer son propre récit. Comment se construire au sein de la famille dans sa dimension collective et en tant que sujet? Par quel processus conscient et inconscient la mémoire et l'histoire familiale racontent-elles une généalogie qui se réinvente à chaque génération? Quels effets en sont produits quand les traces du passé sont occultées ou non élaborées?
L'institution familiale est un corps vivant, un corps social inscrit dans une continuité historique de la modernité et un objet en transformation, en particulier à propos de la conjugalité et de la filiation, pris dans une zone de turbulence où il est possible de créer, d'institutionnaliser d'autres formes de visibilité. Les enquêtes de terrain que j'ai menées ces dernières années, et dont certaines seront présentées dans cet ouvrage, mettent au jour des réalités complexes et paradoxales. Je me suis attachée aux collaborations et aux tensions entre les familles et les institutions. Au bricolage auquel les uns et les autres sont contraints, au bricolage à la marge des institutions, à l'invention et la créativité, aux formes d'entraide rurale et politique inscrites historiquement sur des espaces territoriaux ici et ailleurs. Ce travail de terrain m'a amené progressivement à m'interroger sur la place faite aux personnes, familles et professionnels, qui participent, contribuent, sont impliqués dans nos recherches, sujets et non-objets. Ce questionnement est collectif, et se mène au sein du réseau international interdisciplinaire francophone Recherche-Évêque. Comment penser la recherche avec les sujets les plus concernés par nos recherches ? Par rebond, ce questionnement m'interpelle sur l'utilité sociale et l'acte politique de la recherche. Cet ouvrage se réfère en partie à la réflexion construite lors de l'écriture de mon habilitation à diriger des recherches, tout en poursuivant ce travail réflexif et parcours de recherche dans l'après-coup. Une institution, la famille. La famille est une institution comme les autres. Elle est traversée par des affects, des tensions, des ruptures, une histoire, une mémoire, une hiérarchie et une organisation. Nous sommes tous impliqués dans cette institution historiquement et socialement située. Elle s'est transformée au fil des siècles, laissant au fil du temps davantage de place à chaque sujet qui la constitue. En cela, elle est porteuse de contradictions et de complexité. Dans ce chapitre et les suivants, je ferai référence à plusieurs recherches conduites depuis une quinzaine d'années. Elles retracent mon itinéraire de chercheuse et les questionnements qui n'ont cessé de m'interpeller. Dans un premier temps, je reviendrai sur ma recherche doctorale. Mon dessein était de mettre en évidence ce qui, dans l'histoire coloniale, faisait écho dans l'histoire familiale et pouvait me permettre de débusquer les spectres du passé, les non-dits et toutes les traces qui me permettaient de comprendre l'interpénétration du singulier et du collectif dans l'entrelacement de l'histoire et de la mémoire collective, de l'histoire familiale et de la mémoire familiale. Cette première recherche m'a entraîné progressivement à porter un intérêt aux relations entre les familles et les professionnels de l'éducation, à l'occasion d'une recherche-action. En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir. Celle-ci visait à une meilleure connaissance des relations entre parents et professionnels de l'éducation. L'intention était d'accompagner les changements qui permettraient de favoriser la réussite des enfants, en particulier ceux issus de milieux défavorisés. La municipalité qui nous a sollicités a été retenue par l'IRDSU, afin d'être associée à 22 autres sites et validée dans le contexte du CPET. La démarche de recherche que nous avons retenue a consisté en la mise en place de 2 ateliers, un groupe de parents et un groupe de professionnels de l'éducation. Le groupe de parents était constitué de mères mahoraises, de mères étrangères, et de mères nées dans la région dont certaines étaient très impliquées dans le tissu associatif local. Le groupe de professionnels était constitué d'enseignants du premier degré, CPE, chefs d'établissement, et militants bénévoles associatifs d'aide aux devoirs. Les ateliers avaient pour objet de créer les conditions d'une circulation de la parole, supposant une réflexion des participants leur permettant une évolution constructive des pratiques éducatives et professionnelles, Bayrou, 1996. Cette démarche a tenu compte de l'expression en situation pour une analyse plus ample qu'une approche restreinte aux seuls énoncés, en impliquant les participants activement. Elle visait un mouvement, un changement en train de se faire, Monceau 2013, une co-construction de sens et de connaissances, dans la rencontre intersubjective, dans les liens qui se tissent dans les institutions et dans la vie quotidienne. Parallèlement, j'étais mobilisée par une recherche longitudinale auprès d'adolescents issus des classes moyennes et moyennes supérieures dans le centre-ouest de la France. La visée de la recherche était de saisir comment se construisaient leurs identités. Différences des sexes, sexualité, relations intrafamiliales. La première phase de la recherche a pris sa source lors de ma participation au projet COPSI Enfants,
piloté en région parisienne par Laurence Gavarini. J'ai pensé dans un premier temps, mettre en œuvre un dispositif hybride en région qui ne concernerait pas des adolescents de quartiers sensibles mais des adolescents tout venant. En réalité, la recherche a été menée indépendamment et a pris une autre forme. J'ai d'abord réalisé une première série d'entretiens exploratoires individuels, ce qui m'a permis de constituer par la suite un groupe stable d'adolescents pendant 5 ans. Nos rencontres, que nous avions nommées rendez-vous, 4 par an durant cette période, se sont construites ensemble à partir de leurs paroles en restituant systématiquement l'entretien précédent, ce qui permettait à chacun d'entre eux de revenir ou non sur certains points. Ils ont fait vivre un espace qui les autorisait à réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde qu'ils fabriquaient. Le retour sur soi, sur l'institution familiale et scolaire, lors des entretiens formels, nous a permis de chaque place d'élaborer une analyse de la relation qu'ils entretenaient à l'autre ainsi qu'une analyse de leur propre construction. La seconde phase a été menée en 2015 à partir du même dispositif, davantage centré sur l'évolution des relations qu'ils entretenaient avec leurs parents. J'ai pu construire des portraits biographiques à l'issue de cette deuxième étape sur l'institution familiale dans ce qu'elle produit de normatif, de singulier, de tension, de contenant et de structurant, inscrits à la fois dans un temps donné et dans une histoire collective et familiale. En 2015, je répondais avec des collègues du PREFASS à un appel d'offres pour une recherche-action auprès de parents et de professionnels sur un territoire rural et périurbain du Centre-Ouest. La visée de la commande, formulée par une caisse d'allocation familiale départementale, était d'évaluer qualitativement les dispositifs et les politiques publiques d'appui et de soutien à la parentalité afin que les parents participent et contribuent davantage aux actions mises en place. Le choix d'une démarche qualitative, validée par les commanditaires, a fait l'objet de résistance de la part de certains d'entre eux. Le caractère émancipateur pour les familles de prendre la parole, entretien collectif et individuel, de tenir une posture d'action dans un dispositif pensé comme collaboratif, a mis en lumière, à toutes les étapes de la recherche, le bricolage institué et instituant à travers le dévoilement des rapports partenariaux dans la politique territoriale de parentalité. Enfin, j'ai conduit des recherches à dimension internationale au Brésil avec des collègues chercheurs en sciences infirmières et santé collective de l'Université de São Paulo. Elles ont débuté lors de mon premier séjour en tant que professeur invité en 2015, et l'une d'entre elles s'est poursuivie jusqu'en 2017. La première a été réalisée dans des écoles publiques et privées d'une ville riche et blanche, de l'État de São Paulo, dans un moment de tension forte et de grève massive des enseignants des écoles publiques. Mon objectif était de saisir les différences entre l'enseignement public et privé, au primaire et au secondaire, et les différences entre les écoles publiques sur un même territoire. Quelle était la mission des enseignants et les réalités auxquelles ils étaient confrontés dans les quartiers populaires de la ville et dans les favelas? Quelles relations entretenaient-ils avec les familles? La recherche a mis en exergue des disparités fortes entre les écoles du point de vue des moyens alloués par les municipalités et l'État, du point de vue de la rémunération et de la formation des enseignants, des priorités des enseignants entre apprentissage et lutte contre l'absentéisme. Cette lutte contre l'absentéisme a montré également qu'elle s'inscrivait plus largement dans un combat contre la vulnérabilité des familles. La seconde concerne le travail des équipes de santé de la famille. Je me suis intéressé prioritairement aux agents communautaires de santé, qui interviennent au sein d'une communauté sanitaire dans l'État de São Paulo. Quels sont les contours de leurs missions professionnelles instituées, entre prévention et accent éducabilité des familles? Quelle est leur place au sein des équipes de santé de la famille, et au sein de la communauté dans laquelle elles interviennent? Les difficultés majeures qu'elles rencontrent sont de 2 ordres. D'une part, elles ont l'obligation de vivre dans la communauté. Cette proximité de vie auprès des familles entraîne des tensions et parfois des résistances à intervenir. D'autre part, la formation initiale semble insuffisante pour mener au mieux leur mission, leur assurer une réelle reconnaissance professionnelle et définir leur métier. En outre, elle ne permet pas aux équipes de santé de la famille une analyse collective des apports et des dérives qui se construisent autour de la place interstitielle occupée par les agents communautaires. Toutefois, ce qui apparaît comme des difficultés réelles apporte un certain nombre de bénéfices aux agents comme aux familles.
En effet, la place de l'agent est centrale dans la création du lien social et de la promotion de la santé dont les visées sont éducatives et sociales. Au début de ce parcours de recherche, je me suis d'abord concentrée sur la famille comme entité produisant des effets sur la construction sociale et subjective des individus dans un contexte de colonisation et de post-colonisation, à travers l'étude d'une histoire familiale imbriquée dans l'histoire et dans les affres des mémoires individuelles et collectives élaborées dans la falsification, les non-dits, le silence. La famille est apparue comme une institution traversée par le politique, au sens de poli erroné dans la société étudiée, dans des contextes d'organisation sociétale et juridique, dans une temporalité et spatialité marquée par la catégorisation des populations et par une légitimation de l'État républicain de l'expansion coloniale au nom d'une mission civilisatrice et émancipatrice. La famille étudiée, représentative de la société coloniale dans sa diversité de statuts juridiques, social et religieux, européens, juifs et musulmans, s'est construite sur ce modèle dominant pour les générations nées en Algérie. Le travail de réélaboration, de reconstruction historique et mémorielle, est un processus lent entamé par la troisième génération, encore soumise aux loyautés invisibles et aux fantômes du passé dont les traces persistent à travers ce que j'avais nommé le patronyme empêchant. Cette notion de patronyme empêchant, non signifiant la filiation, symbolise, dans le contexte colonial étudié, la honte liée à l'identification à la figure du colonisé. La question « Comment je m'appelle ?» a été au cœur de la névrose familiale. Cette question, hier comme aujourd'hui, détermine la filiation qui se donne d'une génération à l'autre, se vit encore comme un empêchement réel et symbolique d'accéder à l'essentiel, vécu comme une identité française faillible. La citoyenneté et la nationalité française n'assurent pas l'identification incontestable à la figure du français. Même si aujourd'hui l'identité n'est plus seulement définie et ou revendiquée par la nationalité française de plein droit, c'est-à-dire par l'exercice de la citoyenneté, mais par un ensemble d'identités individuelles et collectives plurielles et évolutives. Le sentiment, l'expérience quotidienne de la différence pèse lourd dans certains quartiers populaires. Elle pèse dans l'imaginaire collectif. Il persiste l'idée de citoyens de seconde zone d'une part, et d'autre part l'idée de ces Français pas tout à fait français comme les autres. Le langage même qui est largement utilisé dans le discours politicien, social et médiatique, dérive vers des marqueurs sociaux en distinguant l'origine filiale des individus, voire vers une affiliation communautaire plus ou moins fictive. Alors que ce qui rassemble est en partie lié à la relégation sociale des quartiers populaires et précaires, ces Français sont pauvres. C'est pourtant la représentation d'une France racialisée, Face 1 2006, qui s'invite dans le débat public. Une représentation d'individus et de familles supposées à la marge des pratiques socio-culturelles de la société française. Sans doute je m'égare vers un débat plus idéologique qui fait pourtant sens dans la recherche en sciences de l'éducation. En particulier la question de la ségrégation réelle et symbolique entretenue dans l'enseignement qui ne réduit ni les inégalités, ni les relégations vers des établissements à moindre potentiel, Van Zanten, 2012, ni les processus d'autorisation à des choix moins inscrits dans le marbre pour les enfants des milieux populaires issus des immigrations postcoloniales. Et ce, malgré les dispositifs existants pour atténuer et répondre idéologiquement au mythe égalitaire et à celui de la mixité sociale. Certes, le fait colonial est singulier et s'inscrit dans un temps qui semble avoir disparu. Cependant, l'institution familiale n'échappe pas aux transformations des sociétés. Les normes éducatives, les modalités et pratiques familiales, la transmission intergénérationnelle, les relations interpersonnelles se fondent sur cette vision du monde à un moment donné, exposée à toute sa complexité. Mon regard sur la famille se situe dans une approche clinique, institutionnelle ainsi que dans le paradigme de la socio-histoire. C'est-à-dire l'étude du passé dans le présent et l'analyse des relations à distance qui lient entre eux un nombre sans cesse croissant d'individus, les individus réels dans leurs activités quotidiennes, Noiriel 2006. C'est précisément cette dimension qui retient mon attention, les individus réels dans leurs activités quotidiennes. Je pense à l'instar de Mosconi, dans un entretien qu'elle a accordé à la revue Recherche et Formation, que l'histoire comme l'institution sont essentielles à saisir dans une approche clinique. L'approche clinique ne peut se défaire de la question sociale et de l'analyse des institutions.
L'histoire à toutes les échelles est porteuse de sens, l'histoire des sujets, des groupes constitués et l'histoire des sociétés. Dans un article publié en 2003, Antoine Savoie posait la question de l'articulation de la socio-histoire à la socio-clinique institutionnelle, éclairer le présent par le passé restitué, et déplacer le regard du social en train de se faire au passé qui le fonde, tout en mobilisant le concept d'implication défini par l'analyse institutionnelle. Dans ce texte, il était question d'inventer quelque chose de nouveau, de différent, à partir de certains concepts de l'analyse institutionnelle et d'une conception socio-historique. En invoquant le concept d'implication, c'est la question des constructions des subjectivités qui est au cœur de l'articulation entre clinique et socio-histoire dans la mesure où les implications personnelles du chercheur impactent sa manière de se saisir d'une question et d'en rendre compte. L'institution, un concept polysémique. Qu'est-ce qu'une institution ? Sont-elles toutes à rapprocher dans leur dimension réelle et symbolique ? C'est-à-dire également, dans leur acception politique et législative. Les éléments constitutifs d'une société passent par les institutions. Elles sont ancrées dans l'histoire d'une société et sont entrelacées dans ce qui contribue à faire d'un individu un acteur social. Sans l'institution, l'homme chute comme un corps sans squelette, Monceau 2010. Depuis quelques années, on assiste à un nouvel intérêt dans la recherche en sciences sociales et humaines pour l'institution. Cet objet abandonné pour un temps, s'inscrirait-il dans une approche globale de la société dans ce qu'elle produit de négatif, de crise, de défaillance de tous ordres ? Dès lors, cette réappropriation d'un concept sorti de l'ombre met-il au jour des impensés dans ce qu'il produit d'animé, de mouvements actifs et de créatifs, c'est-à-dire du côté des transformations et des évolutions liées à la dimension historique et politique ? En se référant à la pensée de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.